voulais revenir sur les nez, déjà pour commencer, nez et langue électronique. On peut imaginer, en gagnant en objectivité, les résultats doivent être interprétés. Maintenant, avec des ordinateurs qui gagnent aux échecs et aux jeux de Go, est-ce qu'on projette d'avoir des nez et des langues qui pourraient interpréter des résultats, voire créer des univers olfactifs? Et est-ce que ça ne ferait pas de la concurrence, justement, pour ça, ce serait provoquant, est-ce que ça ne ferait pas de la concurrence à Madame Stagiaire? Pour le moment, on n'est pas dans cet objectif-là. Pour le moment, c'est un outil qui fait de la comparaison à une référence. Donc on a toujours besoin d'un humain, parce que c'est lui l'utilisateur final de l'instrument, du produit. Donc nous, quand on va analyser avec le nez électronique va analyser et doit comparer. Il ne peut pas dire si l'échantillon est bon ou pas bon, comme ça. Il est obligé de comparer à une référence. Donc lui, il compare à la référence, et par rapport à la référence, si on est identique, donc c'est bon. Si on n'est pas identique à la référence, c'est pas bon. Aujourd'hui, avec la technologie, tout le traitement statistique, le traitement de données qu'on a, on n'est pas du tout dans la mesure, on n'est pas du tout capable de simuler comme ça et de dire c'est bon ou c'est pas bon sans avoir une référence. Donc nous, on est vraiment dans le comparatif. Donc, après, peut-être dans quelques années. Peut-être ça peut évoluer. Et vous avez déjà travaillé, vous, avec Alors l'électronique? pardon, je parle. Alors nous, en parfumerie, on travaille beaucoup aussi avec des chromatographies en phase gazeuse, parce que dans le monde de la parfumerie, il y a beaucoup de contre-types de parfums qui sont faits. Après, par expérience, on se rend compte que d'avoir une analyse comme ça d'un parfum donné avec toutes les quantités et toutes les molécules identifiées, si vous repesez tout ça, vous n'obtenez jamais la même chose que le parfum identique. Parce que tout simplement, on est un instrument. L'instrument humain est unique. Personne ne perçoit les molécules de la même manière, même si on est capable de travailler et avoir des panels. C'est là où je rebondis, où c'est très important d'avoir un panel. Il n'y aura jamais la dimension pour une machine de tout ce qui est de l'expérience et qui joue beaucoup au fait sur la mémoire olfactive, parce que la mémoire olfactive, c'est ce qu'on a de plus inné. C'est le sens qu'on a de plus inné qui nous rappelle le plus à nos souvenirs et à tout ce qu'on connaît, et qui est le plus lié aux autres sens, parce qu'il faut savoir que le message, l'interprétation du message neuronal après le bulbe olfactif, c'est le seul sens où il n'est pas interprété seul, c'est-à-dire que la vision, les sens chimiques, le message arrive dans le cerveau et est interprété. Avec l'olfactif, ça ne se fait jamais tout seul. D'une part parce que déjà le goût et l'odorat, on en a parlé, vous en parliez tout à l'heure, sont très liés. D'autre part aussi parce qu'il y a quelque chose dont on parle moins, enfin vous l'avez abordé quand même aussi, c'est la perception de tout ce qui est aussi tout ce qui est métallique, piquant, et qui se passe au fait au niveau du nerf trijumeau. Ça se passe pas que dans le nez au fait. On a le nerf trijumeau maxillaire, c'est-à-dire qui innerve la face, qui nous permet de sentir toutes les sensations qui sont le piquant, la fraîcheur, les côtés métalliques. Il y a aussi tous les capteurs de pression, de chaleur, et qui permettent vraiment de compléter ce message olfactif et d'arriver à quelque chose d'unique. Il faut savoir par exemple que dans son œil, on a 3 récepteurs, 4 pour certaines femmes, mais qui nous permettent de voir une quantité de couleurs très impressionnante. Dans son nez, on en a plus de 400. Donc ça laisse une palette et une multitude de possibilités très conséquentes. Donc je pense que les deux sont très complémentaires, comme vous l'avez dit, sur tout ce qui est target, contre-typage, beaucoup sur la traçabilité, parce que évidemment c'est là où on a le plus de mal dans nos métiers, déjà parce qu'on travaille pour le café avec des produits vivants, suivant les cultures, les saisons et le climat, etc. D'une année à une autre, on n'a pas les mêmes batchs. Donc je pense que c'est très complémentaire, mais je ne pense pas que l'un se substitue à l'autre. Voilà. D'accord, merci. Je vais vous demander à Dr Nellig, pour ce qui est des effets bénéfiques sur la santé
du café, de la caféine, enfin, de la caféine seule ou du café, puisque la caféine est en interaction avec ses autres composants. Est-ce que c'est essentiel qu'il soit dans tous les aspects bénéfiques que vous avez présentés? Est-ce qu'il est nécessaire que justement la caféine, enfin nécessaire, est-ce que c'est important ou peu important que la caféine soit liée à ces autres, que ce soit pour les bénéfices physiques, pour le sport ou même pour la santé du système nerveux, pardon. Mais en fait, on peut dissocier un certain nombre d'effets. Par exemple, les effets sur le sport, puisque vous venez d'en parler. Dans les effets sur le sport, c'est surtout la caféine qui est utilisée, entre guillemets, comme dopant. Et on a simplement montré que la caféine, elle était aussi efficace si elle est prise sous forme de gélules ou de capsules que si elle était prise dans un café. Donc là, on a identifié clairement, c'est la caféine. On a par exemple aussi identifié clairement dans l'effet préventif du café sur la maladie de Parkinson que c'était la caféine, le composant actif. C'était la caféine qui était responsable des effets qu'on observait. C'est probablement en grande partie le cas aussi dans tous les effets globaux sur le cerveau, parce que on sait que tout ce qui concerne l'activité cérébrale est très fortement lié à la caféine. Par contre, tout ce qui est notre cognition, tous les aspects dont on a besoin, ils sont directement liés à la caféine, mais ils sont aussi contrôlés par notre humeur, par le jour où on est triste, ou le jour où on est déprimé, ou le jour où on est fatigué. On ne va pas avoir exactement le même ressenti ou réagir de la même manière à la caféine que si on est joyeux, enfin, etc. Et c'est là qu'éventuellement les polyphénols interviennent un peu. Sinon, caféine, oui, c'est essentiellement, bon, par exemple, dans la prévention des cancers, on a montré que c'était essentiellement les polyphénols qui agissaient, mais par exemple, dans le cancer du sein, on a montré qu'il y avait un effet à la fois de la caféine et des polyphénols. Et il y a un effet préventif du cancer de la peau, en particulier dans le mélanome. Et dans le mélanome, c'est vraiment la caféine. Et il semble que la caféine, eh ben, on suggère, d'après les études qui ont été faites, de l'ajouter carrément aux crèmes solaires. Donc, vous voyez, c'est un peu... Si j'ingère, si j'ai l'habitude de boire du café, mes 2 cafés tous les jours, le matin, avant de partir. Si je participe à un marathon le mois prochain et que je bois mes 2 cafés habituels, ça va pas m'apporter plus que ça, non? Alors, ce que font les sportifs de manière globale, c'est qu'en général, dans la semaine qui précède, ils arrêtent de consommer du café ou de la caféine, de manière à pouvoir bénéficier vraiment de l'effet boostant de la caféine au moment de leur épreuve. D'accord, c'est noté. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Alors pour moi, ce sera une question pour Astrid sur les effets de la caféine. J'ai 2 questions que je vais condenser en une. C'est d'abord, j'ai déjà eu l'occasion de goûter de la cascara, qui est donc l'infusion du fruit du café, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est donc une infusion juste du fruit sans le grain. Et j'ai trouvé que les effets de la caféine étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants sur mon organisme, alors que j'ai lu des études qui montrent que la caféine est a priori le taux de caféine est moins important dans une infusion de cascara que dans un café filtre. Et aussi, je voulais savoir, on a parlé du mal de tête, donc par contre, 2e question, et j'ai remarqué que quand je bois moins de café ou que j'arrête de boire du café, je peux avoir j'ai un mal de tête chronique. Est-ce que c'est parce que je suis plutôt prône au mal de tête de manière générale et le fait d'arrêter, ça ne me soigne plus, ou est-ce que c'est l'addiction à la caféine qui fait que je déclenche ces maux de tête par manque? Ok, oui, ça c'est un aspect que je n'ai volontairement pas abordé parce que je n'avais pas le temps. Bon, ce qui concerne la cascara, je ne connais pas grand-chose. En réalité, je ne sais pas. On n'a pas trop de littérature sur le sujet. Mais bon, une infusion de fruits, on peut imaginer quand même que la caféine, elle va être beaucoup plus biodisponible, beaucoup plus rapidement que dans un café où vous avez une mixture d'un certain nombre de choses. Et puis, ça dépend aussi quand vous consommez. Parce que si le café et la caféine,
ça dépend si vous mangez beaucoup avec, si vous avez mangé avant, l'effet sera un peu retardé ou ne sera pas tout à fait le même. Si vous le consommez avec du lait, ce sera différent, tandis qu'une infusion qui va souvent se boire un petit peu indépendamment des repas et tout, vous pouvez ressentir effectivement l'effet beaucoup plus rapidement. Alors, ce qui concerne votre mal de tête, quand vous arrêtez de prendre de la caféine, c'est effectivement, entre guillemets, un des symptômes potentiels de la dépendance, de l'addiction. En fait, là, on se fie aux critères qui ont été édictés soit par l'OMS, soit par la Société américaine de psychiatrie, qui a édicté des critères pour définir si on est dépendant, enfin les critères de dépendance. Et en principe, il y en a 6 ou 7 en fonction de si c'est l'OMS ou si c'est la Société américaine. Et il n'y en a pas beaucoup qui s'appliquent finalement à la caféine parce qu'il faut par exemple, il y en a une, je vous en prends une en exemple, si on a besoin de sa drogue, on va être capable de laisser tomber tous ses amis pour se procurer la drogue. Bon, pour le café, on n'a pas besoin, hein, franchement. Bon. Donc il y a guère que deux symptômes qu'on regarde vraiment au niveau café et caféine, ça va être le sevrage et la tolérance. Le sevrage, c'est devenu un syndrome qui est classé comme un syndrome entre guillemets psychiatrique par la Société américaine de psychiatrie, parce que certaines personnes, quand elles arrêtent brutalement de boire de la caféine ou du café, peuvent développer ce syndrome de sevrage qui se manifeste effectivement, comme vous le dites, par des maux de tête, parfois des sensations de faiblesse, on ne se sent pas très bien. Et en fait, ça ne touche en principe qu'un petit pourcentage de la population, entre 10 à 20%. On peut l'éviter si on veut vraiment, on peut l'éviter en réduisant progressivement sa consommation. C'est très rare que ça prenne des proportions énormes. En principe, ça dure 24 à 48 heures. Mais c'est souvent le truc qui vous casse les pieds le week-end, parce que le week-end, vous allez consommer souvent moins de café que pendant la semaine, et c'est là que votre syndrome de sevrage va apparaître, et vous faites une migraine tous les week-ends. Donc, faut essayer peut-être de réguler un peu mieux votre consommation et voir ce qui vous convient le mieux comme régime, parce que ça peut tout à fait s'éviter, en fait. Oui, bonjour, Madame Nelly, pareil. 2 questions. Alors, il y a 2 modes de consommer du café. Il y a le mode américain au décilitre et le mode italien au centilitre. Est-ce que la dilution intervient dans les résultats que vous avez observés? Alors, la plupart des études, il y a beaucoup d'études qui viennent des États-Unis, donc bien sûr, elles sont faites avec des cafés. La plupart du temps, les études sont faites avec des cafés de type américain ou café filtre, de manière globale. Ce qu'il faut savoir, c'est que, puis je vous l'ai montré sur le diagramme, un café filtre ou un café de type américain contient plus de caféine qu'un expresso. Pourquoi? Parce que la mouture reste beaucoup plus longtemps en contact avec l'eau et vous allez extraire toute la caféine, alors qu'avec un expresso, vous n'aurez pas le temps d'extraire toute la caféine et en principe, il y en a moins. Après, les différences sur les effets santé de différents cafés commencent seulement à être regardées. On a très peu d'informations pour l'instant. Les choses qui ont été les plus regardées, c'est dans certains aspects santé, c'est les effets du café bouilli, parce que le café bouilli, donc le café, comme en préparaient les Scandinaves dans le temps, où vous mettez le café au fond de votre cafetière, vous le laissez sur le feu et puis vous rajoutez de l'eau, vous laissez votre eau. Ce café, je vous en ai parlé tout au début, il contient des diterpènes, du kaweol et du caféstol, qui sont des acides gras qui sont contenus dans la graine de café, et il a tendance à augmenter notre cholestérol. Alors qu'un café filtre ne le fait pas parce que vous retenez tout ça dans le filtre. Donc on regarde un petit peu ça, mais par exemple on a montré que c'était le café bouilli qui contenait le plus de kaweol et de caféstol qui était le plus protecteur dans le cancer du sein. Donc bon, on commence tout doucement à avoir des données, mais a priori c'est plutôt basé sur le café filtre de manière globale.
Oui, l'autre question, c'était est-ce que vous avez pensé à utiliser ce dossier en vue du remboursement du café par la sécurité sociale? Il faudrait bien, oui. Mais vous savez, les données et la consolidation de ces données c'est quand même relativement récent, parce que ces données sont basées, bien sûr, sur une immense littérature. Ce n'est que maintenant qu'on a des bases de données avec des études qui sont faites, avec des méta-analyses, des revues qui sont faites sur des millions, enfin en tout cas des milliers et des millions de gens. Auparavant, toutes les études qui étaient faites étaient des études qui étaient faites sans trop de contrôle de ce qu'on appelle les facteurs de confusion. C'est-à-dire, vous faites une observation, mais vous n'êtes pas sûr que l'effet que vous voyez, il est vraiment dû au café. Est-ce qu'il n'est pas peut-être dû aussi un peu au tabac, enfin, etc. Si vous n'avez pas bien éliminé tous les autres facteurs qui peuvent éventuellement influer sur votre résultat final, vous pouvez donner des conclusions faussées. Donc maintenant, on arrive à obtenir des études, enfin on n'est pas sûr dans tous les cas, mais dans de nombreux cas où on n'a pas, enfin on a beaucoup moins de facteurs de confusion, mais il y a quelques, comment dire, il y a quelques domaines dans lesquels on n'est encore pas très sûr. Donc oui, on pourrait commencer à s'adresser à la sécurité sociale, mais bon, je pense qu'on a peu de risques que ça marche, d'autant que quand même, la plupart des résultats que je vous ai montrés sont basés sur des études épidémiologiques, c'est-à-dire des études de population. Comme je vous ai dit, vous prenez un groupe d'individus, vous regardez ceux qui consomment du café, plus ou moins ceux qui n'en consomment pas, et qu'est-ce que ça donne sur l'apparition d'une maladie, sur un syndrome XY. Ça, ce sont simplement des études d'observation. Avant de pouvoir démontrer quelque chose, il faut démontrer le mécanisme qui est derrière. Il faut démontrer que le café est bien le facteur causal. Or là, vous vous contentez d'observer, vous voyez ce qu'on appelle une association. Mais vous ne pouvez pas déclarer que c'est vraiment causal. Donc pour l'instant, je crois qu'il faudra quand même encore un peu attendre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Ma question sera pour Elie, concernant l'utilisation de la plateforme d'analyse sensorielle. Oui. Est-ce qu'on est à un stade où on peut passer à des analyses de masse, en grande quantité, à un coût très faible, très abordable? J'explicite parce que le milieu de la sélection serait très intéressé par des approches de ce type. Vous savez que le problème essentiel de la sélection sur le plan qualitatif des variétés, c'est que ça n'intervient qu'en dernier ressort sur quelques lignées qui ont été sélectionnées in fine. Alors que pour être efficace et pour créer des caféiers ayant des caractéristiques nouvelles, il faudrait, par rapport aux témoins, faire une détection très précoce, donc au début, individu par individu, sur des descendances, pour créer véritablement du matériel très différent. Est-ce que ce sera bientôt possible et à des coûts abordables? Donc, je pense que, si j'ai bien compris, faire passer beaucoup d'échantillons, vous voulez parler de faire passer beaucoup d'échantillons sur le système. Donc, comme j'ai montré, c'est un système qui est basé sur la chromatographie gazeuse ultra rapide. Donc, on a un cycle d'analyse de 9 minutes par échantillon. Donc, ce qui nous permet de mettre sur le passeur d'échantillons 96 échantillons et de les analyser. Donc, on arrive aujourd'hui à analyser 220 échantillons par 24 heures. Donc, il y a le coût que nous proposons pour faire la sous-traitance d'analyse. Aussi, l'industriel est équipé lui-même et il fait l'analyse. Donc, dans ce cas-là, si c'est lui, ça revient à 1,50 € à peu près par échantillon. Avec prendre en compte la maintenance, les consommables, etc. Je voulais savoir si vous avez fait une étude entre l'assemblage du lait et du café, où il y a plein de contradictions autour de ça. Pour les baristas notamment, autour du cappuccino, du latte et tout ce qui s'ensuit. Oui, moi j'ai pas fait d'études là-dessus, mais il y a un petit peu de littérature là-dessus. On a surtout regardé cet aspect-là. Alors il y a les aspects, c'est les conséquences potentielles de l'association du lait et du café
sur la digestibilité elle-même. Alors on n'a pas avancé depuis des siècles, personne n'a regardé ça, donc a priori on ne sait pas. On n'en sait pas plus que ce qu'on a toujours colporté, c'est-à-dire que c'était pas digeste, point. Par ailleurs, on a simplement regardé les effets des crèmes synthétiques et du lait sur l'absorption des polyphénols, parce que c'était important de savoir si on conservait ces polyphénols. Et a priori, les crèmes synthétiques, alors je ne me souviens plus lesquelles font je ne sais plus lesquelles, je crois que le lait interfère avec l'absorption des polyphénols alors que les crèmes synthétiques n'interfèrent pas, et qu'il était plutôt conseillé de tenter maintenant de s'orienter vers des laits du type lait de soja ou lait d'amande ou des choses comme ça, mais il n'y a pas d'études dessus, donc on ne sait rien. Là. Pour l'instant, c'est très flou. Je vous en prie. Mais ça ne fonctionne pas, c'est une fois sur deux. Alors Marlène, je voulais que tu nous... un petit aparté juste sur tes travaux pour nous informer quand on déguste du café, je me mets à la place du consommateur lambda que je suis et profane, le rôle du nez et du palais. Et je pense que tu as des petites choses à nous dire autour de ça. Donc il y a effectivement une idée, il y a beaucoup d'idées reçues sur ces deux sens. Quand les gens goûtent, généralement, ils pensent que ça se passe dans le palais, mais c'est ce qu'on a vu avant avec le schéma sur la rétro-olfaction. En vérité, ce qu'on appelle vraiment le goût, ce sont juste les 5 saveurs et d'autres aussi saveurs complexes. Plus en détail, mais salé, sucré, acide, amer, umami qu'on sent sur la langue. Il y a aussi une idée reçue comme quoi on aurait une cartographie de la langue où on sentirait l'acide, le sucré, etc., qui est totalement fausse. Chaque individu a sa propre cartographie de la langue et sent l'amertume, et certains des récepteurs sont capables d'être polymorphes, c'est-à-dire de sentir et aussi bien l'amertume que l'acidité et pas seulement spécifique pour l'un ou l'autre. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau buccal. Le palais, lui, aidant plutôt au fait, ce qui se passe, la différence entre la rétro-olfaction et l'olfaction directe, c'est qu'en passant dans la bouche, avec le palais, la pression, l'humidité, etc., les molécules sont un petit peu mouvantes, et c'est pour ça qu'on a vraiment une complémentarité entre les deux et qu'on ne sent pas la même chose quand on sent du café et quand on le goûte. Et qu'on a les deux informations en plus en même temps qui sont sur les textures, la chaleur, etc. Voilà. Mais c'est exactement comme quand vous êtes enrhumé et que vous mangez quelque chose, vous ne sentez rien. C'est parce qu'au fait, c'est l'épithélium olfactif qui fait tout le rôle de, entre guillemets, gustatif quand on sent quelque chose. Voilà. Est-ce que je vais en profiter pour poser une question aussi en fait à Marlène pour continuer là-dessus. On utilise des protocoles de dégustation de café. On va parler par exemple du protocole SCA. Est-ce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont encore un peu plus complexes que les descriptifs qu'on utilise en général dans le café aujourd'hui? Est-ce que pour vous, ces protocoles sont adaptés ou est-ce qu'il faudrait les faire évoluer? Je pense qu'au fait, tout est une question de pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'entre experts, entre des gens qui connaissent bien le café, bien le vocabulaire, etc., on peut se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas se permettre pour des clients. Je pense que barista ou torréfacteur, on travaille des produits qui sont pour les individus, qui ne sont pas forcément experts dans un domaine, mais au final, on se rend compte que c'est le client qui est toujours expert. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, Banania, ils ont voulu changer leur formulation de poudre. Donc, ils ont fait tout un panel avec des experts et des tests triangulaires pour savoir si leur nouvelle formulation correspondait à l'ancienne formulation. Donc le panel a été unanime, les tests triangulaires c'était la même chose, on ne pouvait pas identifier. Ils ont lancé le produit et ils n'ont eu que des retours de clients qui leur ont dit mais c'est pas la même chose. Parce que les gens en consommant quelque chose où ils sont habitués, ils deviennent experts vraiment de leurs propres sensations. Donc les protocoles de description, je pense que ça peut être plus poussé certaines fois. C'est comme par exemple pour la colorimétrie. Vous avez un panel de couleurs. Si je vous dis bleu, vous n'êtes pas capable de... Il y a une gamme
excessive de bleu. Je veux dire, si je vous dis bleu à vous ou bleu à vous, il n'y a personne qui va penser au même bleu. Alors que si je vous dis bleu pétrole, plus on donne de descriptifs, plus on est précis. Un abricot, par exemple, quand on décrit dans un café, ça sent l'abricot, ça sent quoi dans l'abricot? Est-ce que ça sent la peau de l'abricot? Est-ce que c'est un abricot plutôt confit? Est-ce que c'est la fraîcheur de l'abricot? Est-ce que c'est le jus de l'abricot? Parce qu'il y a aussi des centaines de molécules différentes qui donnent cet aspect abricot. Mais pour vous faire, par exemple, sur l'abricot, sentir des molécules qui composent l'abricot, il n'y en a presque aucune seule que vous allez identifier comme étant juste de l'abricot. Voilà. Donc je pense qu'on peut aller plus profondément sur les termes et expliquer. Moi, dans mon métier, on travaille beaucoup avec les molécules et le référentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité dans une description vraiment de café. Là où je pense qu'il y a des améliorations, peut-être pas des améliorations, mais des changements à faire, c'est que si on veut vraiment faire de l'analyse sensorielle et du descriptif, on n'emploie pas du tout d'hédonisme. Donc il n'y a pas de notes mauvaises, il n'y a pas de notes bonnes, etc. Ça, c'est après les gens qui veulent un certain café. Mais en vrai, il y a des notes. Le méthional, par exemple, qui est une note très soufrée, qu'on retrouve dans la tomate, etc., et qui pose des gros problèmes pour certains cafés qui ont des notes pommes de terre. Dans des très bons cafés, vous en avez aussi, parce que ça participe à la complexité du café. Donc être moins segmentant et peut-être plus objectif. Voilà. Une question là-haut, en fait. Ouais, tout à l'heure. Merci. J'ai deux questions. La première, c'est effectivement sur la dégustation. Vous avez beaucoup parlé sur l'aspect objectif, de pouvoir déguster les différents goûts, mais on parle à la fin quand même de ce qu'on apprécie ou non, donc c'est l'aspect subjectif. Et ça, c'est très important et vous avez déjà commencé à évoquer ça. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur qu'est-ce qui détermine une appréciation d'un certain goût? Parce qu'on sait que d'une culture à l'autre, c'est différent. D'un pays à l'autre, le café idéal est très différent. Même le cappuccino idéal change fortement, une mousse complètement blanche ou une mousse plutôt beige, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on sait par rapport à qu'est-ce qui définit l'appréciation d'un goût? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de la jeunesse? Moi, le chocolat favori que j'aime, c'est ce que j'ai eu quand j'étais enfant. Ou est-ce que c'est quelque chose un peu plus dynamique que ça? Alors c'est là où c'est complexe, c'est que c'est beaucoup de choses qui sont liées ensemble. Les études montrent que personne ne naît avec des spécifications ou des préférences gustatives ou olfactives, si ne serait-ce que pour le goût, par exemple, où les humains sont davantage attirés par tout ce qui est sucré, parce que ce sont les polysaccharides qui nous donnaient le plus d'énergie quand on vivait encore cueilleurs-chasseurs, et que c'est comme ça qu'on reconnaît ce qui nous donne le plus d'énergie pour survivre, et que les enfants notamment aiment beaucoup moins l'amertume, parce que l'amertume, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les poisons. Donc ça, des études ont montré que ça a été prouvé qu'on a cette légère différence qui nous a permis de survivre. Après, au niveau des préférences olfactives et gustatives, ce n'est que, pour l'instant, on le dit que ce n'est que l'expérience qui joue. C'est-à-dire, vous goûtez quelque chose la première fois, c'est un peu Orange Mécanique, hein, c'est-à-dire vous goûtez quelque chose la première fois, on vous tape dessus, etc. Vous allez le regoûter par la suite, votre cerveau va faire va assimiler ça à un mauvais moment, et donc ça va être déprécié. Voilà. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent en compte. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est vraiment des associations cérébrales, c'est vraiment au niveau neurologique que ça se passe. Voilà. Bonjour à tous, donc merci déjà pour vos interventions. J'ai une question pour le docteur Nellig par rapport, je reviens sur votre slide sur la femme et la grossesse. Je voudrais en fait savoir ce qu'il en est sur l'étape d'après, c'est-à-dire pour une femme allaitant, est-ce qu'il y a des conséquences sur le nourrisson? Est-ce que c'est quelque chose qui est définitivement à bannir, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Oui, alors je l'avais éliminé parce que ça faisait trop d'informations. L'EFSA a regardé cet aspect-là aussi. Il y a extrêmement peu d'études qui ont été faites sur les femmes allaitantes.
A priori, le pourcentage de caféine qui passe dans le lait est infime, il n'est pas très élevé. Le conseil de prudence, il est plutôt de dire, pendant l'allaitement, ne buvez pas plus de café que pendant la grossesse, c'est-à-dire 200 mg par jour, et si possible, consommez votre café après la tétée et pas avant. Mais a priori, il n'y a presque pas de données pour l'instant, les gens n'ont pas beaucoup étudié ça. D'autres questions? Plus bas? Tout en bas? Ça va peut-être être la dernière question. Ouais. Oui, désolé, j'ai pas retenu votre prénom, madame, mais vous parliez de l'expérience sur l'amertume et donc que c'était retrouvé souvent dans les poisons, donc c'est pour ça que les jeunes, les enfants n'aimaient pas l'amertume. Et qu'est-ce qu'il en est de l'acidité? Parce que vous avez parlé de l'amertume et du sucré, mais l'acidité, c'est pas quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Généralement, dans les cafés de qualité, il y a beaucoup d'acidité, et surtout les clients, eux, qui sont habitués à l'amertume dans le café, sont très déstabilisés quand ils voient de l'acidité dans le café, ce qui est plutôt normalement logique dans les bons cafés. Alors, il n'y a pas d'étude qui est faite vraiment en termes physiologie du goût, etc. Enfin, il y en a eu, mais qui n'ont pas prouvé qu'on avait une réticence innée ou non à l'acidité. Ça dépend des individus. On est tous très différents. Et évidemment, ça dépend aussi surtout de quelle origine on est. Ça, c'est plutôt sur les habitudes alimentaires. Les pays, par exemple, où on a l'habitude d'avoir des fruits, des plantes plus amères, plus exotiques, des fruits comme le durian ou des choses comme ça, sont beaucoup plus habitués à goûter des choses beaucoup plus amères, beaucoup plus fortes, etc., que nous, par exemple, pays européens, où on n'aime pas de cette manière. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une influence sur l'alimentation générale, sur les préférences qu'on a dans une certaine civilisation ou les habitudes qu'on a l'habitude de manger. Voilà. Mais dire ici on préfère l'acidité, ici on ne préfère pas l'acidité, ça scientifiquement c'est pas prouvé. Voilà. Une dernière question? Juste une toute dernière question. J'ai trouvé très intéressante votre conférence sur les effets du café et de la caféine sur la santé. Et je voulais savoir, il y a des études en fait qui prennent en compte soit le degré de torréfaction, soit la qualité du café. C'est-à-dire des études plus axées sur les effets des cafés de spécialité sur la santé, de façon différenciée des cafés entre guillemets mainstream. Pas encore. Tout ce qui est disponible dans l'état actuel des choses, c'est des travaux qui ont été faits sur les différents degrés de torréfaction et qui montrent que pour l'équilibre et la conservation des antioxydants, ça a surtout été fait au niveau des antioxydants, et qui montrent que plus la torréfaction est poussée, plus on détruit et on perd d'antioxydants, et que le meilleur compromis semble être une torréfaction moyenne. Mais en dehors de ça, je n'ai a priori rien vu parce qu'on est encore bien trop préoccupé par des tas d'autres choses pour passer à des cafés de spécialité. Ça devient des niches qui sont difficiles à explorer, surtout dans la mesure où on peut tirer de vraies conclusions sur de grosses populations. Donc ça devient difficile de travailler avec des populations assez limitées pour pouvoir en tirer des conclusions importantes. Donc convainquez des gens, je sais pas, pour avoir 1500 individus dans votre étude, et pourquoi pas. Bien, merci à vous tous.